C'est la première fois dans l'histoire récente, en tous les cas. Je sais pas. Vous savez, bon, on a un regard toujours critique sur les études d'opinion, les sondages particulièrement électoraux, mais enfin là encore, une étude d'opinion, elle est sans doute révélatrice. Moi, je crois que c'est assez logique, finalement. C'est quel effet? C'est l'effet quoi? L'effet débat? Parce que, Moi, je crois que, vous savez, c'est un peu, il y a une espèce de phénomène chimique. Il y a des choses qui sont là depuis longtemps, puis il y a un côté révélateur un peu dans la photographie. Vous savez, vous trempez dans le bain, et l'image apparaît. Il y a beaucoup de choses qui sont semées depuis longtemps de la part de Jean-Luc Mélenchon dans sa vie militante. C'est pas un homme qui vient d'apparaître, il a son âge d'ailleurs, il a une ancienneté, une antériorité, une cohérence, et je crois que c'est ça que les Françaises et les Français apprécient. Non seulement on a un programme qui me semble être au carrefour des préoccupations des Français, questions sociales, écologiques, démocratiques, et puis il y a un homme qui porte ça, qui est honnête. J'ai vu ça, c'était chez vous peut-être, ou j'ai plus dans quel journal, qui indiquait qu'une des premières qualités que les Français voient en Jean-Luc Mélenchon, c'est l'honnêteté. Et je dois dire que dans le contexte actuel, ça n'est pas une moindre qualité. Même à droite, 18% de plus en termes d'image. Ben oui. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, vous savez, moi je suis un homme engagé, républicain, social, etc. Mais je connais beaucoup de gens de droite qui trouvent en Jean-Luc Mélenchon une épaisseur, si je peux me permettre, dans le personnage. Il y a un côté bonapartiste aussi. Oh, non, mais nous, on n'est pas de cette tradition-là. On n'est pas non, mais il y a un homme d'État. Il y a l'autorité. Il y a un homme d'État, il y a une dimension, il y a une profondeur intellectuelle. On est un pays dans lequel, vous savez, on aime les intellectuels en politique, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, plus de 14 ouvrages, on peut être ou pas d'accord avec lui, mais il y a un verbe qui plaît aux Français, il y a une hauteur de vue, il y a un personnage une fois de plus qui a une épaisseur intellectuelle qui plaît, me semble-t-il, et il y a une intégrité. Je répète, on est dans un moment où il ne s'agit pas seulement de venir avec des idées, il faut aussi montrer qu'on est en capacité de les mettre en application, et Jean-Luc Mélenchon, parfois, dans des moments difficiles, a montré qu'il était un homme qui avait ce courage et cette cohérence. C'est l'heure des caractères un peu aujourd'hui. Il peut rattraper Fillon dans les sondages? Je le crois. Attention de vote. Ouais, alors on va le découvrir ensemble. De toute façon, vous savez, il ne s'agit pas de vendre la peau de l'ours, etc. Mais bon, là, il reste 15-20 jours déterminants. On sait souvent que c'est là que beaucoup de nos concitoyens vont se faire leur opinion, que des choses vont se cristalliser, comme on dit. Moi, j'observe, et c'est ça qui est déterminant. On disait un Français sur deux, je crois qu'aujourd'hui c'est 40%, est indécis, certains pensaient même à voter blanc, s'abstenir, etc. C'est à eux que nous voulons nous adresser. Si eux se mêlent de cette élection, c'est-à-dire voient là, notamment dans le bulletin Jean-Luc Mélenchon, la capacité de changer les choses, et c'est là le thème de la 6e République, des droits nouveaux pour les citoyens, on peut bousculer ce paysage et être évidemment non seulement devant François Fillon, mais permettez à ce stade que ça n'est pas notre objectif c'est d'être au second tour. Voilà, c'est ce que dit Manuel Bompard, c'est le directeur de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez être au deuxième tour? Mais on se bat pour ça, j'y crois. Non, je pense vraiment en plus que les choses soient claires. Premièrement, il faut toujours faire une campagne pour l'emporter. Nous voulons diriger ce pays, nous sommes prêts à le gouverner, nous avons le programme pour faire cela. Il a une assise plus forte, plus solide qu'en 2002, parce qu'en 2012, vous voulez dire. 2012, il était dans les sondages étaient plutôt assez bons, un mois avant le scrutin, et puis finalement, il avait fait 11%. Alors, 2012, pour en avoir été aussi un des acteurs, vous vous souvenez, la grande question pour les gens comme nous, c'était de battre Nicolas Sarkozy, et il y avait eu une légère remontée à la fin, dans les sondages toujours, de Nicolas Sarkozy, qui avait amené sans doute à ce que le vote utile vienne souffler dans les voiles du vote Hollande. Et des études ont démontré que 30% des électeurs d'Hollande avaient hésité jusqu'au dernier moment, jusque dans le bulletin, dans l'isoloir, avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas que ce phénomène à nouveau se reproduira. Je crois surtout, de toute manière, moi je vais m'adresser aux 44,6 millions d'électeurs. C'est sans doute ça qui est un peu la particularité de cette élection. Qui viennent de droite, de gauche, de partout? Quel que soit ce qu'ils aient voté précédemment. Je pense que nous pouvons tous nous retrouver notamment sur des exigences toutes simples. Il faut partager les richesses. Ça suffit les injustices. On peut se retrouver ensemble, même si de droite, de gauche ou je ne sais trop quoi, près de 30% des Français ne se latéralisent plus en disant droite ou gauche. Mais on a tous les mêmes poumons, donc ça suffit. La question de la préoccupation écologique là. Mais je termine. La question de la 6e République. Ce système est pourrissant et l'on voit émerger des comportements franchement, que les Français ne supportent plus, en raison, je dirais, de la décomposition de ce vieux monde. Fondamentalement, ce qui est en train de se passer, de mon point de vue, un vieux monde est en train de s'effondrer. Quand nous, on dit dans notre jargon... Mais c'est quoi le vieux monde? C'est précisément les piliers de la 5e République. Voilà, je crois que ce régime qui mettait à distance le peuple, qui fonctionnait même quand plus de 50% de nos concitoyens n'allaient pas voter, qui concentre des pouvoirs sur un seul homme, tel qu'aucun notre régime démocratique ne le fait. Ce que nous appelons cette monarchie présidentielle, ça suffit. Les gens veulent des droits, notamment, c'est là l'idée de droit de révolte.
convoquer les élus. Il y a un côté un peu paradoxal là-dedans, parce que il a un côté autoritaire, presque autocratique, j'ai envie de dire. Je vous laisse dire ça, je le pense pas. Mais oui, mais bon, c'est lui d'ailleurs. Oui. Il incarne cette volonté et à la fois il dit je veux en finir avec. Ben oui, mais c'est le paradoxe. Vous savez, il est paradoxal. Quand commence le mondial de football, vaut mieux venir avec un ballon rond qu'avec un ballon ovale. Là, c'est une présidentielle. On est candidat et évidemment qu'il y a une personnification. Mais je termine. Évidemment qu'il y a une personnification. Oui. Mais que les choses soient claires. Il est le seul à dire je mettrai fin à la monarchie présidentielle. Si vous votez pour moi, il y aura une convocation d'une assemblée constituante et nous rentrerons en 6ème République selon les conditions que le peuple définira. L'objectif, c'est de devenir président ou c'est de tuer le PS ? Non mais ça, écoutez, le PS, franchement, celui qui l'a tué, il s'appelle François Hollande, Manuel Valls, et je pourrais faire la liste. Ils se réunissent en bureau national régulièrement. Ça n'est pas nous. Ce sont eux les fossoyeurs du PS. Mais évidemment, moi je veux dire, mon affaire n'est pas de tuer un tel ou un tel, je les laisse faire, ils sont assez grands tout seuls, vous savez. Franchement, ça c'est à courte vue, c'est des commentaires souvent que nous fait le Parti Socialiste. Votre objectif c'est tuer le PS, la belle affaire, il se tue tout seul. Fondamentalement, ce qui tue le PS, c'est ce totale adaptation à ce social-libéralisme, et puis je mets social pour être gentil. Un rapprochement possible entre Hamon et Mélenchon, c'est du passé, c'est hors de question. Ben moi j'ai écouté, je veux dire, je veux respecter Benoît Hamon, il n'a cessé de répéter que c'est derrière lui, c'est lui, encore derrière moi. Moi je pense que l'erreur fondamentale de Benoît Hamon, c'est de croire qu'après 5 ans de gouvernement PS, un candidat issu du PS pouvait rassembler une majorité populaire. Et on le voit bien. Alors Benoît a répondu, mais moi je rassemble. Aujourd'hui, en fait, il divise. Il nous a répondu, mais moi j'ai les Verts et le PRG, et il ne comprend pas que tout ça, c'est le vieux monde, et que précisément ce qui fait la force de la France insoumise, c'est que nous sommes à distance de ces appareils. Observez ce qui est en train de se passer, c'est assez passionnant. Vous savez, je ne veux pas utiliser un vocabulaire biblique, mais c'est l'apocalypse. Un vieux monde se termine et un nouveau commence. Il faut comprendre ça. Et si sa seule logique, c'est dire, il faut maintenir en vie les vieux appareils, on comprend pas. On passe à côté de cette forte vague populaire. Alors, vous parlez de nouveau monde et de vieux monde. Est-ce que le vieux monde, c'est le clivage gauche-droite, et puis le nouveau monde, le clivage ouvert-fermé, c'est-à-dire ouvert sur l'extérieur ou fermé à l'intérieur de nos frontières? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, vaste débat. Moi, on a pris soin dans cette campagne de ne pas utiliser ce vocabulaire droite-gauche qui, pour beaucoup de gens, n'a pas de signification. Fondamentalement, ceci dit, il y a des pertinences encore dans ce vieux débat. Du moins, moi, je continue à être dans cette tradition de la République sociale, laïque, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'utiliser le terme de la gauche, qui signifie pour beaucoup de gens les partis traditionnels qui ont porté la gauche, c'est peut-être mettre un écran à la bonne compréhension de ce que nous sommes en train de dire. C'est ce qu'on a dit parfois en disant notre objectif n'est pas de rassembler la gauche, sous-entendu mettre autour d'une table tous les chefs à plumes des partis, mais plutôt d'avoir un vocabulaire qui rassemble le peuple, mais qui, en se rassemblant, se définit comme peuple. C'est Mélenchon aujourd'hui. C'est arrogant de dire les choses comme ça. Mais le grand courant humaniste, c'est Jean-Luc Mélenchon, et ce pays a besoin, une fois de plus, d'une république laïque. Vous préférez utiliser le mot humaniste alors? Oui, je veux utiliser un vocabulaire qui permet que beaucoup de gens qui sont désorientés par le bilan de François Hollande comprennent quel est mon projet. Et le vocabulaire ouvert-fermé sur global-local? Vaste débat, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On regarde quand même, on observe la campagne, on s'aperçoit qu'il y a le débat, il est beaucoup là entre ceux. Moi, je suis favorable à un protectionnisme solidaire. Je pense que si le libre-échange est un danger pour notre propre économie, j'observe que les principales délocalisations aujourd'hui en France, elles ont lieu au sein de l'Europe. Ouais. Je suis radicalement contre ces directives des travailleurs détachés qui mettent les travailleurs en concurrence les uns avec les autres, et je suis hostile à cette Europe-là qui notamment interdit toute forme d'harmonisation fiscale et sociale. Ceci dit, je suis évidemment pour des partenariats avec d'autres pays, tout de même depuis que le monde est monde, et bien avant même la mondialisation libérale, nous avons des échanges avec les pays du monde. L'Union européenne peut subsister, mais autrement. Telle qu'elle est aujourd'hui, ça doit cesser. Nous, on l'a dit, parfois, il faut, vous savez, résumer les choses dans des slogans, on la change. Luc Carmounas sur LCP ce matin. En général, il y a une méchanceté qui se fait. Non, c'est pas sur vous, c'est un propos général. Il y a quand même encore à gauche une génération qui a une seule maison commune, c'est celle de Jaurès, de Blum, de Mitterrand. Vous vous retrouvez là-dedans? Ça veut tellement rien dire. Moi, je me réclame de Jaurès, de Mitterrand, Blum, on pourrait en parler. Je me réclame des acquis. Moi, je suis pour les acquis du Front populaire, mais j'oublie pas quand même que de la part de Léon Blum, il y a eu sans aucun doute notamment une non-intervention en Espagne qui était une erreur. Et vous savez, voilà, c'est l'historien qui vous parle. On pourrait y passer du temps. Et il faut la grève générale pour qu'il y ait le programme qui se mette en application. Vous savez que dans le programme du Front populaire, il n'y avait pas les congés payés. Donc il a fallu bon bref. Donc, mais ceci dit, Blum, il fait quand même partie d'un panthéon, on va dire, généreux des mouvements populaires. Mais bon, moi, typiquement, tiens, voilà, c'est intéressant. Monsieur Carvounas, qui soutient Manuel Valls, ça, c'est des propos creux, c'est des phrases. Il soutient Hamon maintenant. Non, mais j'entends bien, mais qui a été durant le triomphe de Monsieur Valls, un des lieutenants de Manuel. Je ne lui en fais pas reproche, au moins. Mais
dire ça aujourd'hui, c'est un charabia pour beaucoup de gens. D'accord. Quel est le rapport entre Manuel Valls et Jean Jaurès ou Luc Carvounas et Jean Jaurès? Aucun, de mon point de vue. Dimanche, Jean-Luc Mélenchon est à Marseille. Fabuleux. On s'en souvient, il y a 5 ans, il avait fait un discours justement sur le métissage, sur le mariage, en gros, les embrassades entre les deux rives de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il va faire cette année? On ne le sent pas sur ce même discours-là. Bah déjà, non, il va faire un discours qui va reprendre des éléments de la campagne. On va reprendre dans les 15 jours qui viennent nos grands thèmes, écologie, sociale, 6ème République. Je pense, pour avoir un peu échangé avec lui, qu'il va parler de la paix. C'est important. La paix est une construction politique. Et à l'heure actuelle, il y a nombre de signaux qui peuvent être assez inquiétants. Donc il consacrera un certain temps là-dessus. Après, je ne veux pas laisser passer, parce que j'ai déjà parlé avec des gens de cette maison, je pense à Éric Zemmour ou d'autres, je ne crois pas que le discours de Marseille en 2012 est un discours qui nous ait fait perdre des voix. C'était un discours fondamentalement républicain. Vous savez, l'histoire de la France a toujours été l'histoire aussi d'un dialogue avec l'autre rive de la Méditerranée. Et moi, je suis fondamentalement pour une nation civique, ce qui est fondamentalement... Mais il a rompu avec ce discours-là, il ne le sort plus maintenant. Dites-moi quoi la nation civique contre la nation ethnique, plus que jamais. Moi, je suis français, patriote, fier de l'être, et je pense que ce qui fait la caractéristique de notre peuple, c'est justement que nous sommes, depuis 130 ans au moins, un pays d'immigration. Être français, c'est adhérer au projet de la République, ça n'est pas être uniquement dans une longue histoire... Mais les frontières existent aujourd'hui, maintenant, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, plus qu'il y a 5 ans. On n'a jamais été de nos borders, très clairement. Parce que la frontière, elle protège aussi. Elle peut protéger, notamment quand il s'agit uniquement de vouloir les ouvrir, non pas pour qu'on échange culturellement, mais pour faire du business. Alors, vous savez, quand il y a des délocalisations, notamment les Volpos qui parlent en Pologne, c'est pas pour le climat ou la culture, c'est parce que les ouvriers coûtent moins cher. Vous avez parlé de la paix, un discours de paix. Les États-Unis, cette nuit, ont frappé Assad, enfin le régime, en représailles justement aux bombardements chimiques qui ont eu lieu il y a quelques jours. Vous craignez plutôt une confrontation Russie-États-Unis? Il faut faire attention, il faut que la France ait une diplomatie indépendante pour être toujours inlassablement ambassadeur. Vous êtes pour ces frappes américaines? Non, moi je n'aime pas cette diplomatie de cow-boy. Vous comprenez Poutine quand il dit c'est pas normal? Moi je veux ni m'aligner sur l'un ni sur l'autre. Il faut que la France parle d'une voix. Et j'en ai assez d'être habillé un ami de je ne sais trop qui. Je ne suis l'ami ni de Poutine ni de M. Trump. Je suis d'abord l'ami du peuple français et l'ami de la paix. C'est important. Alors dans cette affaire, et écoutez-moi, je profite de l'occasion, sur cette affaire d'armes chimiques, la France en 1993 s'est honorée en étant l'initiative d'une convention qui interdit l'utilisation des armes chimiques. Qui que ce soit les responsables qui sont responsables de ce drame d'utilisation d'armes chimiques, que ce soit Bachar el-Assad, les Russes, les Américains, Al-Nosra ou qui vous voulez, ils devront être rudement châtiés. Ceci dit, c'est à l'ONU de reprendre la main. Et je n'aime pas cette diplomatie, une fois de plus, de cow-boy et de Far West qui consiste en 24 heures sans que l'on sache exactement ce qui a eu lieu, d'envoyer des missiles patriotes. Ça, c'est les armes répondent aux armes et ainsi de suite. Rien de bon ne sortira. Et ça n'est pas un discours naïf, c'est tout l'inverse. C'est naïf celui qui croit qu'en sortant son colt et en le mettant sur la table et en tirant à vue va régler le problème, c'est tout l'inverse. Très bien, c'était le talk de Alexis Corbière qui nous a parlé de Jean-Luc Mélenchon, son candidat pour la présidentielle. Et maintenant, chers internautes, eh bien, nous allons passer à vos questions avec Jean-Baptiste Semerjian. Voilà, Jean-Baptiste, bonjour. Alors qu'on apprend que sur Facebook, eh bien, Nicolas Sarkozy appelle à se mobiliser pour François Fillon, ça vous étonne? C'est bien, il fait le job. Voilà. Bon, enfin, ils perdront sans doute ensemble, hein, voilà. Bon. Vos questions pour son collaborateur. Les questions des internautes. Présidentielle, justement, une question de Mehdi qui vous demande si Jean-Luc Mélenchon est élu, serez-vous Premier ministre? Non. On ne pose pas le problème comme ça. Il y a beaucoup de compétences dans notre équipe et je goûte peu les distributions de postes avant élection. Il y a 15 jours, 3 semaines qui sont à faire, qui sont très importantes. Hein. Vous savez, franchement, même si j'essaie de faire partager un enthousiasme, je ne suis pas grisé par les sondages. Et je sais que ce qui va se passer, notamment la dernière semaine, sera déterminante. Donc je reste concentré et avec tous mes amis, je lance un signal, ne nous auto-enfumons pas. Pardon ? Aucune idée de Premier ministre alors. Vous verrez en temps voulu. Salah qui vous demande, sans Hamon, vous n'avez aucune chance de passer, donc de gagner. N'a-t-il pas raison mathématiquement? Qui a raison? Est-ce que Hamon, justement, parce que Salah, justement, a raison sur le fait que
Mathématiquement, si vous ne ralliez pas à Hamon, vous n'aurez pas les chiffres. Je réponds à Salah. Ami Salah, écoute-moi, que faire? Depuis le début, le Parti Socialiste, parce que c'est culturel, il pense que c'est l'astre autour duquel toutes les planètes doivent tourner, n'a qu'un mot, c'est retirez-vous derrière le Parti Socialiste. Et depuis le début, nous disons à Benoît Hamon, tu es enfermé dans les contradictions internes du PS, et derrière toi, il n'y aura que la division, et tu perdras. On en est là. Moi, je ne vais pas passer mon temps avec arrogance à dire à Benoît Hamon, retire-toi. Benoît Hamon est un homme respectable. Il est vrai, ceci dit, que si certains étaient un peu raisonnables, peut-être qu'ils pourraient aider à la victoire de Jean-Luc Mélenchon. Mais je leur en laisse aujourd'hui. Vous savez, pour quelle raison il descend aussi vite? C'est qu'il y a un phénomène aujourd'hui beaucoup plus large que ce que font les appareils. Et l'affaire de l'unité peut être réglée par les électeurs eux-mêmes. Du moins, je les invite à le faire. Question de Joseph. Selon vous, les politiques libérales font-elles le lit du Front National? On peut le dire. On peut le dire parce que c'est le chômage de masse, c'est le sentiment que, comme on disait, il n'y a pas d'alternative, vocabulaire qui a été répété à beaucoup de nos concitoyens, qui amène à cette forme de désespoir. Et c'est surtout que le rêve européen s'est transformé en cauchemar. Et ceux qui étaient les nationalistes, le Front National, qui depuis le début, pour des raisons idéologiques, ne veulent pas des formes de coopération entre les peuples, ont semblé avoir finalement eu raison, car effectivement, cette Europe libérale est devenue le lit des inégalités. Tout de même, ces délocalisations, c'est intolérable. Pourquoi moi je suis hostile à cette Union européenne? Parce qu'elle interdit l'harmonisation fiscale et sociale. Et précisément, aujourd'hui, les principales délocalisations, elles ont lieu au sein de l'Europe. Julien Herbson qui pose cette question, dans l'éventualité d'un second tour Macron-Le Pen, appelleriez-vous à voter pour Macron pour faire barrage au Front National? Eh bien, je dis à notre ami qu'à l'heure actuelle, je m'interdis ce genre de commentaires parce que c'est me placer d'ores et déjà dans une situation de défaite. Je veux que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour et je me bats pour ça. Et je ne me laisse pas influencer par la sondocratie qui veut d'ores et déjà l'épée dans le dos me dire choisis ton second tour. Je suis contre Madame Le Pen, mais Monsieur Macron a un projet également dangereux. Donc il faut qu'il y ait Jean-Luc Mélenchon au second tour. J'en suis là. Une question de pourquoi pas qui a lu Le Monde de décembre 2013 et qui vous demande est-ce que vous estimez légitime d'occuper un logement social, vous? Je n'occupe pas un logement social, ça s'appelle un loyer intermédiaire qui correspond exactement à ma situation. Je suis fonctionnaire de la ville de... Ça, c'est un truc sorti par l'extrême droite qui est absolument ridicule. C'est dans Le Monde de décembre 2013. Non, c'était pas ça qui était dit parce que c'était pas formulé comme ça, mais c'est pas grave. Dans Le Monde il y a le parc locatif de la ville de Paris où il y a plusieurs types de logements. Moi, je suis fonctionnaire, je suis rentré là-dedans selon les critères qui correspondent. Ça n'est pas un HLM notamment comme on dit. Donc c'est bien, je profite de l'occasion pour dire que c'est tout à fait conforme à mes revenus. Je suis enseignant, que les choses soient claires. Et plus de la moitié de mes revenus part dans mon loyer. Donc voilà. Guillaume Pépin qui pose une question. Aimez-vous Poutou? J'ai trouvé qu'il était pertinent l'autre soir quand notamment il a sorti cette formule que j'aurais presque aimé inventer moi-même si j'avais eu l'occasion de quand Madame Le Pen se cache derrière. Voilà, je trouve ça bien. Après franchement. Pour moi, qui était aussi, je ne vais pas refaire toute mon éducation politique, il y a des moments, c'est plus une forme d'anarchisme que, voilà, parce que on s'en fout, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de solution, c'est la grève générale. Moi, je ne crois pas à ça, mais cette parole de la part d'un ouvrier comme ça qui envoie balader Madame Le Pen, écoutez, ça m'a plu. Beaucoup d'internautes, naturellement, réagissent sur la situation en Syrie, et donc Nara Cissé dit qu'elle est pour la paix dans le monde, donc je vote Mélenchon. Quelle serait la première action de Jean-Luc Mélenchon pour solutionner cette situation? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous disiez quoi? Nara Cissé qui disait « Je suis pour la paix dans le monde, donc je vote Jean-Luc Mélenchon ». Donc ma question était, quelle serait la première action de Jean-Luc Mélenchon pour solutionner la situation en Syrie? Comme j'ai dit tout à l'heure, plus que jamais, intervenir pour que l'ONU convoque une conférence internationale. Il faut que ça passe par l'ONU. Mais bien sûr, sinon... Que ce soit la France, ce serait une aventure ou quiconque, il n'y a pas de grand gendarme du monde, il ne peut pas y avoir d'intervention unilatérale. Si on accepte ça, on accepte l'idée une fois de plus qu'il y a un shérif international, on l'a vu par le passé, c'est un désastre. Donc plus que jamais, nous réhabiliterons et nous serons les ardents défenseurs des organisations internationales. La dernière question de paratonnerre qui vous demande si Jean-Luc Mélenchon est un héritier de Robespierre. Je ne le pose pas comme ça, mais Jean-Luc Mélenchon et moi, nous défendons l'héritage de la Révolution française et tous ces personnages majeurs, puisque multiples. Dans notre panthéon, il y a beaucoup de personnages. Mais je me suis amusé parfois, et Jean-Luc Mélenchon m'a soutenu, à dire il y a des personnages qu'on ne peut pas faire disparaître. Je suis un enseignant et quand je discute avec mes élèves, parfois tous les personnages sont oubliés. Il n'y en a plus qu'un, c'est Louis XVI et Marie-Antoinette. Eh bien, je dis qu'il y avait des gens qui ont été des personnages importants, dont Robespierre, Marat, Saint-Just et Mirabeau et Danton aussi. Mais Danton qui était corrompu, je préfère encore l'incorruptible. D'accord, c'était les réponses à vos questions de Alexis Corbière, chers internautes qui préfèrent Alexis Corbière, Robespierre, l'incorruptible au corrompu, Danton, et à 15 jours donc du premier tour de l'élection présidentielle. Merci Jean-Baptiste, et à lundi.